Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les États-Unis et la Chine ont appuyé sur le bouton pause. Les deux pays ont décidé de suspendre leurs droits de douane punitifs pendant 90 jours. Concrètement, Washington ramène provisoirement ses droits de douane imposés à la Chine à 30% et Pékin à 10%. Un soulagement pour les économies du monde entier, avec des surtaxes américaines à 145% et 125% du côté chinois. Le commerce entre la Chine et les États-Unis avait fortement ralenti, mettant en péril l'économie mondiale. Pékin présente ce dénouement provisoire comme une victoire diplomatique, une façon de démontrer qu'il ne faut pas céder, je cite, au harcèlement de l'administration Trump. Et ce n'est pas tout. La Chine a profité de la crise pour renforcer encore ses liens avec d'autres économies. Une victoire qui masque quand même des faiblesses. Les États-Unis restent le premier débouché des produits chinois et s'émanciper ne sera pas si simple pour la Chine. Pour en parler, Sur le fil a invité Alice Ekman, spécialiste de la Chine et directrice de recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, Marc Julienne, directeur du Centre Asie à l'Institut français des relations internationales, et Ali Bektaoui, journaliste à l'AFP, chargé de la macroéconomie. Sur le fil. Il n'y a pas de gagnant dans les guerres de droits de douane ou les guerres commerciales. Le harcèlement et l'hégémonie ne conduiront qu'à l'auto-isolement. C'était Xi Jinping, le président chinois, le 13 mai, quelques heures après l'annonce de la trêve dans la guerre commerciale qui a démarré concrètement le 2 avril et qui avait été précédée de déclarations menaçantes. Dès le départ, la Chine a choisi de ne pas céder, de riposter à l'escalade des droits de douane en imposant des surtaxes exorbitantes aux produits américains. Ce qu'on peut dire qu'elle a gagné déjà dans un premier temps, c'est sa capacité à tenir tête à la première économie mondiale. Il a menacé de très lourds droits de douane et il était très important pour la Chine de montrer qu'elle pouvait tenir, ne pas flancher, ne pas annoncer des mesures de concession avant que Trump ne veuille venir à la table des négociations. Ça, c'était très important. Ali Bektaoui suit pour l'AFP le feuilleton de la guerre économique sino-américaine. Il y a eu quelque chose, un élément qui est devenu assez comique dans toute cette bataille commerciale. C'était est-ce que Trump a appelé la Chine, est-ce que la Chine a appelé les États-Unis en premier, qui appelle à la négociation, qui flanche en premier. Trump n'arrêtait pas de dire que la Chine essayait à tout prix de négocier. La Chine, de son côté, disait que ça n'était pas vrai. Une démonstration de force qui vise non seulement l'adversaire américain, mais aussi les ménages chinois déjà touchés par une crise économique, selon Marc Julienne. L'économie chinoise aujourd'hui est en très très grande difficulté. Elle fait face à ce qu'on pourrait appeler une polycrise structurelle, c'est-à-dire qu'elle a énormément de problèmes économiques à traiter en même temps, un problème de dette, un problème d'immobilier, un problème de chômage et un problème démographique. La population chinoise est en effet vieillissante et le taux de natalité peine à décoller en dépit des encouragements des autorités. Ce que fait Donald Trump, c'est qu'il frappe là où ça fait mal. Il frappe le talon d'Achille de la Chine. Il frappe ce qui tient encore l'économie à flot. L'économie chinoise aujourd'hui n'a plus qu'un relais de croissance, ce sont les exportations. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de surcapacité, overcapacity en anglais, parce que la Chine produit en fait sans jamais tenir compte de la demande, et donc en fait elle produit, mais sans qu'il n'y ait de demande intérieure. Et du coup, selon le chercheur, la crise des droits de douane est presque une aubaine pour les dirigeants chinois. Elle leur permet de détourner l'attention et de s'exonérer de toute responsabilité. Si l'économie chinoise va mal et si elle va encore plus mal, le bouc émissaire et le responsable est tout trouvé, ce ne sera pas le Parti communiste, ce sera Donald Trump. Et d'ailleurs, en grande partie à juste titre. Et donc là-dessus, ça permet de renforcer le sentiment national et de renforcer le sentiment anti-américain. Le Parti communiste pourra capitaliser sur cet effet-là. Et ce n'est pas tout. En accusant Donald Trump de fauteur de troubles, la Chine poursuit son grand objectif, réduire sa dépendance vis-à-vis de l'économie américaine. Et pour cela, elle doit diversifier ses marchés à l'export. Mi-avril, Xi Jinping a endossé le costume de super VRP. Il a effectué une tournée au Vietnam, en Malaisie, au Cambodge, des pays en forte croissance.
La diplomatie chinoise cherche à capitaliser en disant eh bien au moins la Chine a cet avantage, c'est qu'elle est stable, fiable, constante et qu'au moins avec elle on peut faire du business, quels que soient les régimes politiques en place, alors qu'avec les États-Unis, on ne sait jamais. Donald Trump fait des volte-face permanentes et puis d'une administration à l'autre, les choses bougent, etc. Et donc, en fait, on ne peut pas faire confiance aux Américains. Il n'y a pas que la Chine qui courtise ces pays d'Asie. Les États-Unis aimeraient aussi que ces pays préfèrent les produits américains aux produits chinois. On écoute Ali Bektaoui. Ces pays-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils pratiquent ce qu'on appelle la diplomatie du bambou. C'est je suis proche du géant chinois et je suis aussi proche du géant américain. J'ai autant besoin de l'un que de l'autre pour mon développement économique. Donc c'est très compliqué pour eux de choisir leur camp, bien que la Chine ait tenté de les rallier à sa cause, là où Donald Trump lui-même a aussi tenté de rallier ces pays-là à sa cause. Dans le début des négociations avec ces pays d'Asie, après l'instauration des droits de douane de Donald Trump, il leur a aussi demandé de prendre un petit peu leur distance avec la Chine. Le but ultime étant évidemment de détenir et d'obtenir le leadership mondial au bout du compte, d'être cette grande puissance économique, militaire, qui dominera le monde dans les décennies à venir. El mundo hoy en día enfrenta la invasión de Rusia con una importante reunión donde pudimos repasar. La bataille d'influence entre la Chine et les États-Unis ne s'arrête pas là. La Chine développe depuis le début des années 2010 sa stratégie dite des nouvelles routes de la soie. Elle vise à resserrer les liens économiques avec le Sud global grâce à des investissements massifs dans des infrastructures, notamment en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Et Pékin vient justement d'inviter la communauté des États latino-américains et des Caraïbes pour un grand forum dans la capitale chinoise. Avant ce sommet, Xi Jinping a reçu le président brésilien Lula. Ces derniers mois, le monde est devenu encore plus imprévisible, instable et fragmenté. La Chine et le Brésil sont déterminés à unir leurs voix contre l'unilatéralisme et le protectionnisme. Résultat, Pékin a promis 8,3 milliards d'euros d'investissement en faveur du développement de la région. La Chine dépasse d'ailleurs désormais les États-Unis en tant que premier partenaire commercial du Brésil, du Pérou et du Chili. Et la Colombie vient d'annoncer son ralliement au programme des nouvelles routes de la soie. Alice Ekman nous précise le contenu de ce programme lancé en 2013. Cette diversification des accords de coopération touche des domaines clés comme le transport ferroviaire, toujours aussi sous le cadre des nouvelles routes de la soie chinoises qui sont assez réactivées ces derniers mois, d'ailleurs dans un contexte de tension sino-américaine. Transport ferroviaire, agriculture, numérique, mais aussi tout la grande étiquette du développement vert, développement durable. Et donc, aujourd'hui, réellement, la Chine essaye de diversifier tous azimuts, à la fois dans différentes parties du monde, mais aussi dans un maximum de secteurs. Pour la Chine, on vient de le voir, l'enjeu est grand. Mais l'économie américaine est aussi très dépendante de la Chine. D'abord parce que de nombreux produits ne peuvent être remplacés à court terme et les substituts seront en principe plus chers, provoquant une inflation. Beaucoup d'entreprises dépendent aussi de l'assemblage bon marché en Chine. Enfin, la Chine est le deuxième détenteur de la dette américaine, autrement dit les bons du trésor que l'État émet pour se financer. Si elle décidait de vendre, cela ferait chuter la valeur de ces bons et obligerait les États-Unis à payer plus cher pour obtenir des prêts. En dépit de la trêve, la crise n'est pas terminée, les droits de douane appliqués sont encore élevés et l'incertitude que les investisseurs détestent tant plane toujours sur l'économie mondiale. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient lundi. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon et je vous dis à très bientôt.